Et quand on voit en 1936, juste après le Front Populaire, on est à 370 000 touristes, 550 000 en 1950, et aujourd'hui on est en fait exactement à 15 millions pour la Bretagne. Les chiffres que j'ai donnés, c'est pour la Bretagne, 375 000, 550 000, et maintenant 15 millions. Donc il y a 3 fois plus de touristes que de Bretons, parce qu'il y a 5 millions d'habitants sur l'ensemble de la Bretagne. Et en fait, c'est une activité très dynamique, ça rapporte, c'est 8% du PIB en moyenne en Bretagne, mais ça va dans des communes jusqu'à 30%. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'activité économique bretonne, même si 92% du chiffre d'affaires ne vient pas aussi du tourisme, c'est 8% du PIB. Et en fait, après, quand on regarde le Trégor, c'est assez intéressant, parce que le Trégor, c'est 1,1 million de touristes et 6 millions de nuitées. En Bretagne, c'est 15 millions de touristes, 100 millions de nuitées. Trégor, 1,1 million de touristes et à peu près 6 millions de nuitées. Ça a baissé pendant la pandémie, c'est en train de repartir. Et alors, après, on a toute une série aussi de rumeurs, vous entendez tous sur le tourisme. Ah, il y a trop de touristes. Des gens qui disent, maintenant, c'est les marchands de sommeil et les Airbnb, même certains parfois qui en louent 2 ou 3. Hein, donc on a toute une série de discours un peu... Et il faut revenir à ce mot de touriste qui est issu de la langue anglaise et uniquement présenté par Stendhal en 1838, Mémoire d'un touriste. Et en fait, le mot me semble aujourd'hui encore à retravailler. Dire de quelqu'un que c'est un touriste, c'est pas forcément bon signe. Et en fait, y compris en breton d'ailleurs, on a des mots dans le Pays Bigoudin. Jacques Esselias rappelait comment les gens ils appelaient les touristes les Kodakériennes. Kodakériennes. Et à la Civette, à Trégastel, j'ai entendu parler des gens, parce que c'est pas beau, qui évoquaient en fait, comme ils tournaient en voiture, l'arrivée des tout tristes. Hein, donc il y en a des trouvailles dans le coin, des tout tristes. Et on est toujours un peu le touriste de l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une image là, et des gens aujourd'hui disent il y a trop de touristes, etc. Alors par rapport à ça, j'ai réalisé différents calculs pour préparer un peu. Et c'est assez intéressant de voir. En fait, on peut avoir des problèmes de tourisme lorsqu'il y a une saturation de l'espace. Et ça, c'est très clair sur certaines îles. Je peux parler du Mont-Saint-Michel, 1,5 million de personnes, c'est complètement saturé, bien sûr. Bréa, il y a 400 000 habitants sur une île vraiment très réduite. Et ici, le Trégor, c'est assez intéressant parce que quand on regarde les calculs, en fait, vous arrivez à avoir, il y a 100 000 habitants à peu près, sur le territoire, vous avez 904 km², et quand vous faites des calculs, vous vous rendez compte qu'on a 3 fois plus à peu près de tourisme sur les Trégors qu'en Bretagne. Donc on est très loin des espaces saturés. Je suis intervenu devant les professionnels du tourisme à Sarzeau, par exemple, sur la presqu'île de Rhuys. En fait, la presqu'île de Rhuys, c'est plus d'1 million aussi de touristes, mais sur 2 millièmes du territoire breton. Donc en fait, le territoire est très réduit et c'est saturé, ce qui fait qu'on a aussi une croissance folle des résidences secondaires. On arrive jusqu'à 80% à Arzon. Les locaux ne peuvent plus loger sur place, alors ça existe en partie ici, mais on a des taux de résidence secondaire qui sont 40% sur certaines communes de littoral, et on descend à 20-30, Plestin par exemple, et on descend à moins de 20 en fait à l'intérieur des terres. Donc il y a effectivement des enjeux très très forts, et c'est une activité quand même dynamique, porteuse pour ce territoire magnifique du Trégor. Donc en réalité, il y a des éléments de recomposition, un peu des stratégies pour le tourisme. Et moi, je le dis franchement, parce que j'ai tout lu ce qui a été fait, j'étais impressionné par le boulot réalisé. C'est vraiment colossal le travail fait, donc respect hein, sur les choix stratégiques, les 3 choix, les fiches hein, que j'ai vues, qui sont très détaillées. Et en fait, j'avais un peu travaillé sur un petit bouquin, j'avais appelé Breton de passage, pour essayer de remettre en cause cette question d'un touriste qui sera un prédateur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et globalement, il y avait 5 points qui m'apparaissaient assez porteurs pour l'avenir des territoires. Le premier point, en fait, c'était effectivement l'étalement dans l'espace et dans le temps, qui est une stratégie vraiment extrêmement utile pour que tout le monde bénéficie et qu'il n'y ait pas d'espace trop saturé ou d'espace parfois délaissé. Et effectivement, dans des multiples fiches, 12, 13, 22, 23, j'ai retrouvé plein de choses sur cette stratégie-là. La deuxième stratégie aussi, c'est d'avoir une communication qui soit claire, qui soit limpide, qui soit belle et qui soit en correspondance avec le territoire de vie. Et ici, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Vous savez, l'Office de tourisme a été lancé, le nom de Côte de Granit Rose a été lancé en 1926,
Et donc on a eu toute une dynamique sur le mot de rose avec une ambivalence, c'est qu'en fait en breton, rose, c'est la colline, Penrose, c'est le promontoire, hein, la tête de la colline. Et aujourd'hui, on va beaucoup, on commence à avoir des t-shirts roses, la vie en rose, enfin tout devient rose. Et en fait, on oublie aussi le sens de la langue bretonne, mais en même temps, c'est une appellation qui est devenue notoire, qui est incontournable, qui attire le monde, et puis qui correspond en partie à une réalité perçue. Donc c'est intéressant aussi de voir ce que l'on raconte, pourquoi faire, avec quelle ambition territoriale pour les autres générations qui vont arriver également. Et troisième stratégie qui apparaissait claire, c'est pour la Bretagne, en fait, c'est qu'on arrive quelque part, on arrive à un territoire d'identité, de culture, de langue, même si on l'entend moins. Et une particularité vraiment forte du pays, c'est un côté intemporel, et un côté, l'incapacité de fixer les lieux, d'avoir une seule image. Moi j'ai la chance enfin je suis né à Guingamp, mais depuis que je suis né, je suis tous les étés à Trégastel, et maintenant pendant depuis 10 ans je suis là. C'est prodigieux, c'est un pays absolument incroyable. On est dans un pays incroyable, et où le lien à la nature est vraiment fort, obligatoire, impératif, pour faire quelque chose, pour vivre avec elle. Et il y a vraiment une originalité sur ce point-là. Également, la difficulté de fixer les choses. Ce que ne comprennent pas vraiment les lois françaises, qui sont très rigides. Ici, par exemple, pour les estrans, etc. Or, ici, les marais, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Enfin, le paysage est sans arrêt changeant. Et il y a une particularité bretonne qui est liée à l'informel aussi, qu'apprécient beaucoup les touristes. Alors, il faut réguler un peu. Avant, il y avait des bateaux qui étaient partout, se mettaient n'importe comment, bien sûr. Mais il y a aussi parfois une tentation de trop bétonner, trop artificialiser. Les gens aiment bien parfois aussi être avec la poussière, sur des parkings un peu sauvages. Laisser la nature, et je crois que dans l'ensemble, c'est assez bien fait. Même s'il y a des constructions, parfois, on est stupéfait, quoi. À 30 mètres des côtes, on voit des blocos arriver, parfois. C'est un peu curieux. Quatrième point qui était, alors là on le retrouve dans plein de fiches aussi que vous avez bien évoquées. Quatrième point qui semblait intéressant, c'est justement la mutualisation aussi. Et je constatais que dans différents territoires touristiques, ce qui a été vu aussi par des chercheurs comme Bourdeau, comme Knafou, qui ont beaucoup travaillé sur ces thématiques, c'est que les gens souvent ne parviennent pas à coopérer pour se mettre d'accord sur une identité de projet et des axes partagés. Et dans les fiches, là, ce qui m'a surpris et ce que j'ai trouvé intéressant, à une époque parfois où les offices de tourisme sont menacés par la part la plus marchande du secteur privé, avec l'essor du numérique, tout ça, hein, bon voilà, c'est très compliqué, y compris pour les collectivités, de bien gérer cela. C'est qu'on a vraiment une proposition très très concrète de mutualisation effective. Et là, c'est les ateliers et les acteurs finalement du terrain qui vont les mettre en place concrètement. Par exemple, les offices proposaient directement de vendre des produits locaux, ça, ce sont des choses vraiment qui ont un effet global sur le développement territorial, qui sont extrêmement utiles. Et il y a toute une série de choses là-dessus qui sont vraiment claires. Également, une aide à l'amont des projets aussi, une aide pour le recrutement, parce qu'on a eu un gros problème de recrutement dans le monde touristique cet été. Et on a un exemple actuellement complètement emblématique. Alors celui-là, il faut à tout prix le réussir, c'est le Quinquis. Alors là, c'est sans doute le meilleur projet qui existe actuellement dans toute la Bretagne. C'est-à-dire, on a un bâtiment qui n'est pas tellement utilisé. On va avoir un collège-lycée Diwan, et parallèlement, on va avoir un hébergement l'été de 150 saisonniers, donc en plein centre de ville. Donc 10% du problème des saisonniers est résolu en un tour de main. Le tout, c'est pour 500 000 €, alors que, je vois, dans le pays de Vannes, ils ont fait un collège-lycée Diwan, c'est 5,5 millions €, donc c'est 10 fois plus cher. Donc là, il y a vraiment une aubaine à réaliser. Sinon, ça va être Vinci qui va faire, même pour le rajeunissement de Perros, avoir 150 jeunes dans les rues, c'est quand même aussi intéressant. Parce que parfois, les littoraux aussi ont des problèmes de déséquilibre de classe d'âge. C'est pas de vieillissement, c'est un déséquilibre de classe d'âge qui peut poser souci. Et enfin, alors ça, j'ai trouvé aussi plein de choses dans vos analyses. Ce que j'évoquais, c'était l'idée d'un tourisme si ressource. Après tout, des gens qui viennent ici, ils en ont pleinement le droit et ils peuvent apporter des choses. Et on voit apparaître des différentes solutions dans le monde qui sont vraiment passionnantes, où un tourisme écologique se met en place. Des gens viennent, par exemple, pour replanter des récifs coralliens, des gens viennent pour des cleans, nettoyer les plages, des gens viennent pour limiter les espèces invasives, pour redonner vie à la nature.
Et là, il y a toute une série de nouvelles activités à faire dans un Trégor qui est extrêmement sensibilisé à ces paysages. On voit le travail exceptionnel qui a été fait sur la vallée du Léguer, par exemple. Donc on a déjà ici une sensibilisation forte avec des associations très puissantes et très structurées comme Bretagne Vivante, hein, qui fait un travail exceptionnel. Et du coup, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, il y avait vraiment toute une série de pistes d'action opérationnelles qui semblaient vraiment, vraiment intéressantes. Alors, pour conclure, c'est vrai que je pense qu'un problème de fond, quand même, il n'y a pas de solution pour l'instant. C'est comment on appelle ces gens qui viennent nous voir, quoi. Si quelqu'un a une idée. Des touristes, ben aussi, on les tousse un petit peu. Aujourd'hui, les résidences secondaires, il y a une idée reçue, il n'y a jamais personne dans la résidence secondaire, c'est ouvert 3 semaines par an. Non. On a une étude qui a montré, Perros y a participé, d'ailleurs, Mère Perros ça a donné des informations clés. Une résidence secondaire est utilisée 90 jours par an. Donc les gens, ils sont là aussi, c'est 3 mois quand même dans l'année, en moyenne. Hein. Et certains, beaucoup plus, certains sont là 6 mois. Donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre, à analyser, à étudier et à élever. Je pense que à construire les ateliers, je pense, aideront à y participer. Voilà, je vous remercie.